Bienvenue à tous dans ETV Newsweek, ravi de vous retrouver. Voici les titres. Grande première, un restaurateur porte plainte pour les coupures incessantes d'eau potable. Faute de réponse politique suffisante, les professionnels en appellent à la justice. Plusieurs Guadeloupéens ont tenu à manifester contre la réforme des retraites, une manifestation qui fait écho au mouvement national. Un château d'eau de bouillante risque de s'effondrer. La population s'inquiète, ETV enquête. On n'est peut-être qu'au début des plaintes en ce qui concerne les problèmes d'eau potable. En Guadeloupe, un restaurateur a décidé de passer le dossier, c'est une première, devant les tribunaux, fatigué de ne plus pouvoir travailler comme il se doit. Voici le reportage et les précisions de Marius Mathieu. À Saint-François, ce restaurant aux spécialités alsaciennes est habituellement très fréquenté. Mais aujourd'hui pour le chef, le service va encore une fois ne pas se passer comme prévu. Voilà, donc dans l'établissement, nous sommes confrontés à différents problèmes. Le problème principal, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. Et ça, on est confronté plusieurs jours par semaine. Conséquence, la machine à glaçons a rendu l'âme, parce que c'est une pompe et en fin de compte, elle a besoin constamment de prendre de l'eau. Les lave-vaisselle ont le même problème. Ensuite, dans notre cuisine, là-bas, vous avez un four vapeur, donc qui devrait être alimenté par de l'eau, qui ne peut pas être alimenté, donc on ne peut pas utiliser la fonction vapeur, et c'est une fonction que j'utilise énormément dans mon restaurant. Le nettoyage, l'entretien des cuisines, de tout ça, on a une obligation d'avoir de l'eau pour pouvoir entretenir une cuisine correctement. Des coupures d'eau récurrentes, non prévues, avec des conséquences sur toute la chaîne de travail. Alors ici se trouve la plonge de notre établissement. Donc vous voyez, ça c'est une machine à laver la vaisselle, donc qui coûte énormément d'argent parce que c'est du matériel professionnel. Ça vaut entre 6 et 8 000 euros une machine comme ça. Et voilà, si la machine n'a pas d'eau constamment alimentée, la pompe ne peut pas prendre de l'eau et les pompes en fin de compte cassent systématiquement. Et donc ça, on ne peut plus continuer comme ça parce qu'on ne peut plus se permettre de remplacer notre matériel systématiquement dès qu'il y a des coupures de feu. Situation quasi inédite en Guadeloupe, le restaurateur a choisi de porter plainte contre le SIAG, le gestionnaire des eaux sur la commune. Après 19 mois d'exploitation, le commerçant est passé à l'action et ne compte pas s'arrêter là. Hier, on n'a pas eu d'eau. On n'a pas été informé. Donc on est là, on arrive, on est devant le fait accompli, on ouvre notre restaurant et on n'a pas d'eau. Donc perte d'exploitation, le personnel qui doit rester chez lui, nous sommes obligés de les payer quand même. Informer notre clientèle que nous ne pouvons pas les recevoir, c'est toujours difficile quand on est chef d'entreprise de refuser de la clientèle parce que la SIAG a décidé que mon établissement ne sera pas ouvert. Maintenant, s'il faut aller plus loin, j'irai au tribunal administratif pour assigner la SIAG et leur demander des comptes par rapport à ces fermetures de robinet régulier, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire. Mais il faut que les Guadeloupéens soient conscients que s'ils ne se mobilisent pas individuellement, ça n'avancera pas et ça ne marchera pas. Si tout le monde bouge, ça bougera. Face aux coupures, ce restaurateur envisage bien d'acheter une citerne. Pour être aux normes, il faudrait ainsi débourser près de 10 000 euros, en plus des équipements traditionnels. De quoi décourager certains commerçants en place, ainsi que les futurs entrepreneurs du secteur. Venons-en à cette manifestation dans les rues de Pointe-à-Pitre. 2500 à 3000 personnes ont tenu à manifester contre la réforme des retraites. Certains Guadeloupéens ont tenu à faire part de leurs revendications. Voici les précisions de Marjorie Nadal. Ce matin, à Pointe-à-Pitre, entre 2500 et 3000 personnes ont manifesté contre la réforme des retraites. Le gouvernement envisage de supprimer les 42 régimes de retraite actuels par un système unique. Le principe, chaque euro cotisé donnera les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Mécontents, les Guadeloupéens n'ont pas hésité à faire part de leurs revendications. Nous avons examiné la situation, on a dit qu'il ne faut pas qu'on soit spectateur d'un mouvement qui nous concerne au premier chef, à l'instar des camarades de France. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons appelé à cette manifestation, nous l'avons préparée, organisée, et c'est une réussite. L'un des plus grands perdants de la réforme, l'éducation nationale. Plus de 60% du corps enseignant en Guadeloupe est en grève. Alors qu'avant, leur retraite était basée sur les 6 dernières années, soit les meilleures, c'est désormais calculé sur l'intégralité de leur carrière. Jean, qui est enseignant depuis 29 ans, a fait une simulation. Il va perdre 500 euros sur sa retraite. Depuis plusieurs années, on nous paie mal. Et en nous faisant croire que notre retraite ne sera pas si mal que ça par rapport à d'autres camps. Et là maintenant, on est en train de perdre le petit privilège qu'on a à partir avec une retraite décente. Pour Cynthia, cette réforme signe la mise à mort du métier. Plus personne n'aura envie d'être enseignant. Qui va éduquer nos enfants demain, quoi. Enfin, je trouve que le calcul est très mauvais.
Aujourd'hui, si on regarde les sondages, très peu de jeunes ont envie d'être enseignants. Quand on fait le sondage dans nos classes, c'est vraiment le dernier métier qu'ils ont envie de... la dernière carrière qu'ils ont envie d'embrasser. La réforme toucherait également le privé puisque la règle des 25 meilleures années disparaîtrait. Pour ce qui est des métiers dits pénibles, même constat, ils perdraient les avantages comme un âge de départ moins élevé et une durée de cotisation plus faible. On n'est pas d'accord, on n'est pas vraiment pas d'accord parce que ce métier-là, c'est un métier difficile, pénible. On est dans les établissements pénitentiaires 24 sur 24. Il est hors de question qu'ils enlèvent ce métier-là dans les métiers pénibles. Selon le gouvernement, cette réforme est une façon de favoriser les carrières courtes ou accidentées. Les syndicats se sont rendus ce matin à la sous-préfecture pour avancer leurs revendications. L'occasion d'aborder également les problèmes d'eau, de chlordécone et les 40% de vie chère. Direction Bouillante, où nos équipes se sont rendues pour faire le point sur cette réserve d'eau dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Elle serait en train de s'écrouler en cédant à la pression. Marius Mathieu s'est rendu sur place pour en savoir plus. Dans le paysage de la ville de Bouillante, l'édifice passe de moins en moins inaperçu. Pointée du doigt sur les réseaux sociaux pour sa vétusté apparente, cette réserve d'eau encore en fonction interpelle ceux qui s'en approchent. Béton éclaté, ferraille apparente ou encore exfiltration d'eau par les parois. Pour les riverains, l'inquiétude monte. Ruslan a trouvé pour avis moi que les enfants à l'école au collège Fontaine Bouillante là et ça a son grand risque baillot parce que si on joue que ça a pété de l'eau et puis c'est timonade en danger. J'ai vu ça quand j'étais petit. Mais là je suis grande là, j'ai déjà 44 ans et là c'est toujours comme ça, mais si un jour que ça démolit, c'est danger pour les enfants, c'est danger pour moi, c'est danger pour un enfant. Parce que j'ai des nièces, j'ai des neveux, ils passent par là pour aller à l'école, ils sortent de l'école, moi je passe par là. C'est un danger pour moi et c'est un danger pour les enfants. Cette réserve d'eau est-elle pour autant en train de céder sous la pression importante de la masse d'eau et représente-t-elle réellement un danger ? Pas spécifiquement pour l'équipe municipale en place. Aussi impressionnant que ça puisse paraître, en fait, c'est pas le château d'eau qui est en train de tomber, c'est pas la structure qui est touchée, c'est un parement, une protection qui avait été mise à l'époque, pour protéger le béton, qui est en train de partir. C'est l'un des 10 réservoirs qui alimentent la population de Bouillante. Moi, j'ai bientôt 50 ans, j'ai toujours vu ce réservoir-là sur place. Il se trouve que les autorités qui en avaient la compétence à l'époque n'ont fait aucun travail de grosse réparation dessus, et donc effectivement l'extérieur apparaît comme étant très vétuste. Pour autant, c'est un équipement qui ne pose pas de problème de sécurité en soi, en tout cas pas plus qu'ailleurs, et qui est étroitement surveillé par la CGSP qui assure la délégation de service public pour la distribution, la production, la distribution en eau sur le territoire de Bouillante. Et d'ailleurs, conscient que ça nécessite de nouveaux travaux, la compétence a été transférée à la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, et dans le cadre de la nouvelle délégation de service public qui a été attribuée à la CGSP, nous avons prévu dans le programme des travaux qui doit réaliser sur la durée de la concession, nous avons prévu la remise en état de ces réservoirs, dont celui de Beauregard. Toujours selon le maire de Bouillante, des travaux de rénovation devraient démarrer d'ici la fin de l'année 2020 pour rénover l'édifice vieux de plusieurs dizaines d'années. Le week-end dernier, nous vous annoncions le décès de Monseigneur Cabot. Comme vous le savez, ses funérailles ont eu lieu cette semaine. Retour sur ce moment fort qui a rassemblé une cinquantaine de prêtres, notamment les précisions de Marius Mathieu. Ce jeudi matin, à la cathédrale Notre-Dame à Basse-Terre, ils étaient nombreux à s'être déplacés aux funérailles de l'ancien évêque de Guadeloupe, Ernest Cabot. Ensemble, prêtres et fidèles ont assisté à la messe funéraire présidée par l'actuel évêque de Guadeloupe, Jean-Yves Riocreux. Tous veulent garder en mémoire l'image d'un homme d'église dévoué et bienveillant. L'émotion de la mort de Monseigneur Ernest Cabot il y a une semaine précisément a été dans tout le diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Le deuil s'est transformé en joie, en danse et en action de grâce. Et lui-même, Monseigneur Cabot, sera inhumé dans cette cathédrale. Dès 1983, le pape Jean-Paul II nomme Ernest Cabot évêque de Basse-Terre. Il le restera jusqu'en 2008, année où il remet sa démission au pape Benoît XVI. Après la cérémonie, des acteurs de la vie politique en Guadeloupe ont tenu à lui rendre hommage. Cabot est passé dans ma vie à une époque, quand j'avais entre 8 et 11 ans. Je me rappelle qu'il visitait
les malades à l'hôpital général, l'ancien. Il n'y a pas encore, comme on disait chez nous, ce CHU 9 là, qui est la tour. Et il m'avait trouvé en train d'accompagner ma mère à nettoyer des chambres de malades, à accompagner Madame Lamitié, la maman de Bernard Lamitié, Madame Destrac, je me rappelle des noms, Siba, Roche, Peter Permal. Et voyant comment j'étais vraiment dynamique en train d'accompagner ces personnes, parce que j'étais à l'école à Chanzy à l'époque, il a dit à ma mère, ton fils aura un rôle à jouer dans l'avenir en Guadeloupe. Et il me l'a répété à plusieurs reprises en présence du père Amo. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, il me conseillait. Je pense qu'il était visionnaire. C'est un homme de terrain qui allait dans les quartiers, qui allait à la rencontre des jeunes, qui voulait que l'amour règne en Guadeloupe entre les familles, entre nous. L'inhumation de Monseigneur Cabot a eu lieu dans l'enceinte même de la cathédrale, comme ce fut le cas autrefois pour ses 4 prédécesseurs. Le sida tue de moins en moins dans le monde, mais touche encore très fortement la Guadeloupe. Nous sommes la 2e région de France la plus impactée par le VIH. Les précisions, Marjorie Nadal. Notre mission, c'est en fait, et c'est l'objectif même, de faire dépister un maximum de personnes afin que tout un chacun puisse être OK, à savoir la sérologie. Parce que le sida, il y a des gens qui sont porteurs et qui ne le savent pas. Le test s'appelle le TROD. C'est gratuit et c'est surtout confidentiel. En fait, c'est un test qui nous aide un petit peu à avoir une première idée de la sérologie de la personne qui vient ainsi se dépister. Le résultat avec le TROD arrive en général en 5 minutes. En 5 minutes, on est OK à savoir sa sérologie et nous remettons à cette personne un petit certificat avec le résultat. Comme ça, il peut le proposer, il peut le faire voir par son médecin traitant ou encore les gens qui aimeraient véritablement et qui seraient en intimité avec ces personnes. Toujours sur le plan de la santé, épidémie de dengue qui est désormais confirmée. Sachez que la dengue tue 20 000 personnes dans le monde par an et ce sont principalement les enfants qui sont touchés. Reportage, précision, Marjorie Nadal. Sur les 3 dernières semaines et même sur les 5 dernières semaines, nous constatons un nombre significatif de consultations en médecine générale pour dengue. Ce chiffre dépasse la centaine de consultations, atteint même 300 consultations par semaine. Donc nous concluons que c'est prévu dans notre dispositif que la situation s'apparente à une situation d'épidémie. Nous avons une situation qui continue de se dégrader ces dernières semaines. Nous sommes passés d'une douzaine de foyers de dengue dans les communes, dans quelques communes qui étaient au nombre de 7 ou 8 à aujourd'hui près de 23 communes touchées avec ce nombre de foyers qui ne diminue pas. C'est l'objet de ce suivi, c'est de pouvoir tenir les autorités au courant de l'évolution de ces chiffres pour que des mesures de gestion soient adaptées, soient revues aux besoins par rapport à ces situations. Et c'est cette information partagée avec les opérateurs, partagée avec les mairies, partagée avec la préfecture a permis à monsieur le préfet d'organiser dès la semaine prochaine une convocation du comité de gestion pour aborder en assemblée générale avec l'ensemble des collectivités communales, départementales et régionales la situation, aborder la situation et évaluer, arrêter des mesures de gestion spécifiques à cette situation. Le moustique vecteur de la maladie, on ne cessera de le répéter, c'est Aedes aegypti, qui est l'une de la trentaine d'espèces qui existent sur le territoire. À proprement parler, ce n'est pas un moustique des mangroves, c'est un moustique vraiment des collections d'eau claire, des petites coupelles, des petits réservoirs d'eau autour ou à proximité immédiate ou dans les maisons, des vases à fleurs. Quand vous êtes dans un environnement où les moustiques ou les gîtes sont présents, il faut absolument éliminer les gîtes à moustiques et tuer les moustiques adultes. Les raquettes sont efficaces pour ça. Les raquettes, les dispositifs chimiques aussi sont utiles pour l'élimination des moustiques adultes qui transmettent, on le répète, la maladie.
Retour sur les maisons de naissance. Nous en avons parlé à plusieurs reprises déjà dans le journal de TV Newsweek. Elles souhaitent être validées, mais le combat continue puisque ces maisons de naissance permettent un accouchement naturel, notamment sans péridurale, et un accompagnement personnalisé. Marjorie Nadal nous en dit plus. Le combat des maisons de naissance continue et c'est un grand pas en avant ce week-end avec les résultats du rapport d'Anne Chantry, une chercheuse à l'INSERM. Elle a pu prouver que les 8 maisons de naissance actuellement en expérimentation sont efficaces et sécurisées. En fait, ça a montré que pour toutes les femmes qui sont suivies en maison de naissance, ce sont des femmes qui sont en bonne santé. Déjà, donc il y a les critères d'éligibilité aux femmes sont bien respectés. Donc les sages-femmes font un bon dépistage, à savoir quelles sont les femmes qui peuvent bénéficier de ces structures. Et bien quand on prend globalement, le taux d'intervention est très bas. Le taux d'intervention n'est que de 3% de césarienne, pour vous donner un exemple. Et donc il y a une issue médicale très favorable pour l'ensemble des femmes qui ont suivi le parcours maison de naissance. Autre grande nouvelle, l'amendement de la sénatrice guadeloupéenne Victoire Jasmin a été adopté ce week-end. Elle demandait à ce que les maisons de naissance bénéficient d'une prise en charge d'hébergement temporaire et des frais de transport pour les femmes éloignées de l'unité obstétrique. Les maisons de naissance rentrent alors dans le droit commun. Nous sommes convaincus sur le terrain, nous voyons le retour des parents, nous savons l'efficacité, nous savons l'intérêt des gens pour ces structures. Donc les parlementaires font monter la voix en fait, du terrain au niveau du gouvernement et c'est un signe très encourageant pour nous. Les chiffres pour l'unique maison de naissance des Antilles, le temps de naître, sont sans appel. Depuis mars 2017, c'est plus de 140 naissances qui ont été données dans leur structure. Et sur toutes les femmes qui ont été suivies, seulement 9 ont eu besoin d'une césarienne. De nombreuses données qui laissent le sourire aux sages-femmes porteuses du projet. On est, je dirais pas surprise, mais fière. Voilà, fière de ce que ça apporte de voir ce rendu après 2 ans et demi d'exercice. Eh bien, on est fiers de pouvoir les présenter en se disant, ben oui, ça a payé toutes les réunions qu'on a pu faire de concertation avec la clinique, tous les staffs qu'on fait aussi entre nous pour améliorer notre pratique au quotidien face aux situations qu'on rencontre tous les jours. Eh bien, ça paye parce que les résultats sont là et qu'ils sont bons. Rappelons-le, ces maisons de naissance permettent un accouchement naturel, sans péridurale, mais avec un accompagnement personnalisé tout au long de la grossesse et le jour J. D'ici 1 an, le gouvernement validera ou non définitivement le projet. Venons-en à la projection du documentaire sur le Zouk, un film qui fait polémique. Il est produit par ETV en coproduction avec Canal+. On va faire le point avec quelques extraits et puis l'interview aussi, l'entretien de Mario Moradel qui a notamment été à l'origine de ce documentaire avec Marjorie Nadal. Le Zouk, qu'est-ce que c'est ? C'est un nom. Une première dans le paysage audiovisuel antillais. Votre chaîne privée locale ETV a coproduit avec Canal+, un documentaire écrit par Mario Moradel et Blaise Menjiwa. Une œuvre qui retrace l'histoire du Zouk et qui sera très certainement le grand rendez-vous culturel de cette fin d'année au Cinestar. Le documentaire Ça c'est le Zouk, la vraie histoire du Zouk. C'est une œuvre co-réalisée avec Blaise Menjiwa et qui s'inscrit dans la logique de développement de TV. Vous savez que TV, c'est un laboratoire d'idées avec beaucoup de jeunes qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes et nous apportons une nouvelle écriture télévisuelle dans ce paysage. Et c'est la raison pour laquelle cette démarche avec Canal+ a donné la naissance de Ça c'est le Zouk. Ça c'est le Zouk, c'est l'histoire du Zouk, où nous retrouvons tous les ténors qui ont travaillé pour cette musique et nous avons traité l'angle de la quête identitaire, puisque cette musique prend naissance à une période bien déterminée en Guadeloupe. À l'ère du numérique, le culte de la lecture et plus encore de l'écriture a une vraie place à gagner. Et c'est cette place qu'a su saisir un jeune lycéen de 17 ans. Il a publié son ouvrage pour la première fois. Marjorie Nadal nous en dit plus. À 17 ans, Jérémy n'est pas un lycéen ordinaire. Il vient de publier son premier recueil de poèmes. Il travaillait dessus en secret depuis presque 2 ans, mais a attendu d'être sûr de lui pour en parler à son entourage. Même sa maman n'était pas au courant. Il est venu voir moi et m'a dit « Maman,
trouve un éditeur. Et en ayant la feuille à sa main, j'ai dit, mais pourquoi? Et il m'a dit, j'écris. Et j'ai dit, mais fais voir, je ne comprenais pas. Je ne m'y attendais pas. C'est vrai que tout l'honneur lui revient, c'est lui, hein, mais je ne pensais pas du tout qu'il écrivait. Je trouve que pour un jeune, c'est très bien. Ça serait une autre enfance, je dirais peut-être la même chose. Mais là, c'est le mien. Jérémy a eu comme une révélation. Lorsqu'il est parti en voyage avec sa famille en 2017, il a écouté le rappeur Damso et a pris conscience de la puissance des mots. Alors, chaque jour lorsqu'il rentrait de l'école, il sortait son bloc-notes et s'entraînait à écrire encore et encore. Pour moi, dans l'écriture, le plus important, c'est créer des liens entre les images, créer des liens entre les mots. Et pour moi, c'est comme un sportif. Plus il répète son exercice, mieux il le réussira. Et du coup, il faut écrire, échouer et recommencer jusqu'à ce que ça devienne pas excellent, mais de très très bon niveau. Et pour lui, l'exercice a marché. En octobre 2019, son livre Plume of Sun a été publié aux éditions Jet d'encre. Jérémy avait jugé s'être suffisamment entraîné. En 11 jours, il avait déjà écrit les 11 poèmes. L'amour, l'espoir, la maladie, chacun avec un thème différent. Le premier lui tenant particulièrement à cœur. Malgré ces sentiments de rancœur, le pardon est déjà fait. Peut-être que si j'étais le fils parfait, tu n'aurais pas commis tes méfaits. Figure paternelle, pardon, merci de cet éternel don. J'ai choisi l'absence de figure paternelle, l'absence d'un père. Et en fait, c'est un poème à double vision. Il y a l'enfant moi, qui s'adresse à son père. Et il y a l'homme qui s'adresse à Dieu, comme c'est un homme qui constate l'absence de Dieu. Et du coup, il lui fait des reproches. Mais comme j'aime toujours mettre une touche d'espoir dans mes poèmes, je finis en pardonnant. Ce livre, affiché 13,50 €, est disponible sur commande en librairie ou par Internet. Jérémy en a déjà écrit un deuxième. Cette fois-ci, il s'agit d'un personnage plongé dans le mal-être de son époque. Il faudra encore attendre un petit peu avant de pouvoir le lire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente fin de week-end et bonne semaine sur ETV.